Une escalade sans précédent vient de se produire entre l'Algérie et l'Iran. Une salve de 10 roquettes lourdes iraniennes, Fajr 5, a été lancée depuis une position située en Libye, vers la zone stratégique de In Amenas, site pétrolier et gazier parmi les plus importants du pays. Ces projectiles, capables de transporter des charges explosives de près de 100 kg sur une distance de 75 km, visaient manifestement à paralyser notre production énergétique et à frapper notre économie au cœur. Mais la réponse algérienne a été foudroyante et dévastatrice. Nos systèmes de défense ont intercepté les 10 roquettes en vol, aucune n'atteignant sa cible. Plus significatif encore, le président Tebboune a ordonné une riposte immédiate et proportionnée. La destruction complète de la base iranienne en Libye d'où provenaient les tirs. En moins de 2 heures, nos missiles de croisière ont pulvérisé l'installation, éliminant les lanceurs, les stocks de munitions et neutralisant définitivement cette menace. Cette action marque un tournant historique. L'Algérie ne se contente plus d'intercepter les attaques, elle frappe désormais les sources d'agression avec une détermination implacable. L'Iran découvre que frapper l'Algérie entraîne un prix stratégique inacceptable. Les roquettes Fajr 5 constituent l'un des piliers de l'arsenal iranien pour les frappes à moyenne portée. Développés dans les années 90 par l'industrie de défense iranienne, ces projectiles ont été conçus pour compenser l'impossibilité pour Téhéran d'acquérir des missiles modernes sur les marchés internationaux en raison des sanctions. Longues de 6 mètres et pesant plus de 900 kg au lancement, elles peuvent frapper des cibles jusqu'à 75 km de distance avec une charge explosive dévastatrice. L'Iran les a massivement exportées vers ses alliés régionaux, notamment le Hezbollah libanais, qui les a utilisées contre Israël, et les Houthis yéménites qui ont bombardé l'Arabie saoudite avec ces mêmes systèmes. Leur présence en Libye, révélée brutalement par cette attaque, confirme l'expansion militaire iranienne en Afrique du Nord. L'attaque s'est déclenchée en fin de matinée. Nos radars de surveillance du Sud ont détecté simultanément 10 signatures correspondant à des lancements de roquettes depuis une position située à environ 60 km au nord-ouest d'In Amenas, en territoire libyen. L'identification s'est faite en quelques secondes grâce au profil de trajectoire caractéristique. Les Fajr 5 suivent des arcs balistiques prévisibles, leur manque de système de guidage sophistiqué étant compensé par la saturation, tirer de nombreux projectiles simultanément pour submerger les défenses et garantir que plusieurs atteignent leur cible. La trajectoire calculée ne laissait aucun doute. Toutes convergeaient vers le complexe pétrolier et gazier d'In Amenas. Ce site représente une cible de choix pour quiconque cherche à frapper l'économie algérienne. In Amenas produit quotidiennement des dizaines de milliers de barils de pétrole et des millions de mètres cubes de gaz naturel. Les infrastructures concentrées sur ce site valent plusieurs milliards de dollars. Puits de forage, unités de traitement, pipeline, installations de compression, centres de contrôle. Une attaque réussie aurait provoqué des dégâts matériels massifs, potentiellement des incendies incontrôlables si les réservoirs de stockage étaient touchés, et surtout, une interruption prolongée de la production, entraînant des pertes économiques se chiffrant en centaines de millions de dollars par semaine. La réponse défensive algérienne s'est organisée avec une efficacité remarquable. Plusieurs batteries Pantsir déployées spécifiquement pour protéger les installations énergétiques stratégiques du Sud sont entrées en action immédiatement. Ces systèmes, optimisés pour intercepter des menaces volant à moyenne altitude et vitesse modérée, correspondent parfaitement au profil des roquettes Fajr 5. En moins de 4 minutes, 23 missiles intercepteurs ont été lancés en séquence rapide, chaque roquette iranienne étant engagée par au minimum 2 missiles pour garantir sa destruction. Les interceptions se sont échelonnées sur une zone d'environ 30 km, les roquettes étant détruites à différentes phases de leur trajectoire. Les 3 premières ont explosé en altitude, encore en phase ascensionnelle,
leurs débris retombant en plein désert loin de toute infrastructure. 4 autres ont été neutralisées à leur apogée, moment où elles atteignent leur altitude maximale avant d'amorcer leur descente vers la cible. Les 3 dernières, ayant pénétré plus profondément dans notre dispositif défensif, ont été interceptées en phase de descente, la plus proche étant détruite à seulement 8 km d'In Amenas. Chaque explosion illuminait brièvement le ciel saharien, les boules de feu orangées visibles à des kilomètres à la ronde. Résultat final, 10 roquettes lancées, 10 roquettes détruites. Aucun impact sur In Amenas, aucun dégât matériel, aucune interruption de la production. La défense aérienne algérienne venait de réussir une interception parfaite face à une attaque de saturation, démontrant que nos systèmes pouvaient gérer efficacement de multiples menaces simultanées. Mais contrairement aux incidents précédents, la riposte algérienne ne s'arrêterait pas à cette victoire défensive. Le président Tebboune, informé en temps réel depuis la salle de crise présidentielle, avait déjà pris sa décision pendant que les dernières roquettes explosaient encore dans le ciel d'In Amenas. L'ordre présidentiel était sans ambiguïté: localiser et détruire immédiatement la base iranienne d'où provenaient les tirs de roquettes. Cette directive marquait une évolution doctrinale majeure dans la posture stratégique algérienne. Jusqu'à présent, notre réponse aux agressions restait essentiellement défensive. Intercepter les menaces, documenter les preuves, protester diplomatiquement. Mais l'accumulation des attaques iraniennes, d'abord le missile Fateh 110, puis les drones Shahed 136, et maintenant ces roquettes Fajr 5 visant nos installations énergétiques vitales, avaient épuisé toute patience. Téhéran interprétait manifestement notre retenue comme de la faiblesse. Il était temps de corriger cette perception erronée de manière définitive et brutale. Nos services de renseignement disposaient déjà d'informations précises sur la base iranienne en Libye. Depuis la découverte de son existence lors du premier incident avec le missile Fateh 110, nos satellites de reconnaissance et nos drones de surveillance avaient cartographié l'installation en détail. Située dans une zone désertique isolée à environ 150 km à l'est de Benghazi, la base comprenait plusieurs éléments clairement identifiables. Hangar de stockage pour les munitions, rampe de lancement mobile pour les roquettes et missiles, baraquement pour le personnel, véhicules de transport et de soutien logistique, antennes de communication. Les images satellites montraient également la présence de plusieurs lanceurs Fajr 5, confirmant que c'était bien de cette position que provenait l'attaque contre In Amenas. La riposte algérienne mobilisa une frappe combinée utilisant 8 missiles de croisière Club et 4 missiles balistiques Iskander. Cette combinaison visait à garantir la destruction totale de la cible malgré d'éventuelles défenses anti-aériennes iraniennes présentes sur le site. Les missiles de croisière Club, volant à basse altitude et suivant des trajectoires complexes, sont difficiles à intercepter. Les missiles balistiques Iskander, atteignant des vitesses hypersoniques en phase terminale, sont pratiquement impossibles à arrêter avec les systèmes de défense conventionnels. Frappant simultanément depuis des angles différents, ces 12 projectiles submergeraient n'importe quelle défense. Le temps de vol des missiles de croisière vers la cible était d'environ 40 minutes, celui des Iskander d'environ 8 minutes. La synchronisation avait été calculée pour que tous les projectiles convergent sur la base iranienne dans une fenêtre de 30 secondes, créant une frappe massive coordonnée. Pendant ce laps de temps, nos services de renseignement électronique surveillaient intensivement toute activité dans la région ciblée. Les Iraniens avaient-ils détecté les lancements? Activaient-ils des défenses anti-missiles? Tentaient-ils d'évacuer le personnel et l'équipement? 30 secondes après les impacts des clubs, les 4 missiles Iskander sont arrivés en phase terminale à vitesse hypersonique. Leur mission, achever tout ce qui aurait survécu à la première vague et créer des cratères suffisamment profonds pour rendre le site inutilisable pendant des mois.
Les impacts des Iskander, chacun transportant une charge explosive de près de 500 kg, ont créé des détonations visibles par satellite. Les ondes de choc se sont propagées sur des kilomètres, soulevant d'immenses nuages de poussière et de débris. Les images satellites post-frappe, reçues quelques heures plus tard, confirmaient la destruction totale de la base iranienne. Aucune structure n'était restée intacte. Les hangars n'étaient plus que des amas de ferraille déformés. Les rampes de lancement gisaient renversées et détruites. Les baraquements avaient été soufflés, leurs débris dispersés sur des centaines de mètres. Des cratères de plusieurs mètres de profondeur marquaient les points d'impact des Iskander. Des incendies continuaient de brûler, alimentés par les carburants et munitions résiduelles. La base qui, quelques heures auparavant, avait lancé 10 roquettes contre l'Algérie, n'existait littéralement plus. Elle était rayée de la carte, réduite à un champ de ruines fumantes dans le désert libyen. La destruction de la base iranienne en Libye a déclenché des ondes de choc diplomatiques et stratégiques, bien au-delà du simple cadre bilatéral algéro-iranien. Pour la première fois, l'Algérie venait de mener une frappe offensive transfrontalière contre une installation militaire étrangère située à des centaines de kilomètres de son territoire. Cette action marquait une rupture doctrinale fondamentale avec notre politique de défense traditionnellement réactive et non interventionniste. Le message envoyé à toutes les puissances régionales et mondiales était d'une clarté brutale. L'Algérie ne tolérera plus aucune agression contre son territoire ou ses intérêts vitaux, et ripostera désormais à la source où que se trouvent les agresseurs. La réaction iranienne à cette humiliation militaire s'est fait attendre plusieurs heures, révélant l'embarras profond de Téhéran. Comment reconnaître publiquement la perte d'une base militaire clandestine en Libye, dont l'existence même violait probablement plusieurs accords internationaux et compromettait des arrangements discrets avec diverses factions libyennes? Comment admettre que cette installation a été détruite par l'Algérie, pays avec lequel l'Iran n'a officiellement aucun contentieux et entretient théoriquement des relations correctes? Le silence initial du régime iranien, puis les déclarations confuses et contradictoires qui ont suivi, témoignaient de cette difficulté à construire un narratif cohérent. Finalement, près de 24 heures après la frappe algérienne, le ministère iranien des Affaires étrangères a publié un communiqué prudent. Sans reconnaître explicitement l'existence de la base ni sa destruction, Téhéran évoquait vaguement des incidents regrettables en Libye impliquant du matériel militaire ayant pu être détourné par des groupes armés non identifiés. Le communiqué niait catégoriquement toute responsabilité iranienne dans les tirs de roquettes contre In Amenas, suggérant plutôt que des acteurs tiers auraient utilisé du matériel iranien obtenu illégalement. Cette version des faits, peu crédible compte tenu des preuves accumulées, visait manifestement à éviter une escalade tout en préservant autant que possible la face du régime. Sur le plan régional, la frappe algérienne a provoqué des réactions contrastées révélatrices des alignements géopolitiques actuels. L'Égypte, inquiète de la présence militaire iranienne à ses frontières occidentales, a discrètement salué l'action algérienne, y voyant une contribution à la stabilisation de la Libye et à l'endiguement de l'expansionnisme iranien en Afrique du Nord. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, engagés dans une confrontation régionale avec l'Iran, ont également exprimé leur compréhension de la riposte algérienne, tout en appelant formellement à la désescalade. La Turquie, présente militairement en Libye et entretenant des relations complexes avec l'Iran, a adopté une position plus ambiguë, exprimant des préoccupations sur les frappes transfrontalières, tout en reconnaissant le droit de l'Algérie à défendre ses infrastructures vitales. La Libye elle-même, ou plutôt les multiples entités se réclamant de l'autorité sur le territoire libyen, a réagi de manière fragmentée. Le gouvernement reconnu internationalement basé à Tripoli a protesté formellement contre la violation de la souveraineté libyenne par la frappe algérienne, tout en demandant des explications sur la présence d'une base militaire iranienne,
non autorisée sur son territoire théorique. Les autorités de l'Est libyen, contrôlant la région où se trouvait la base détruite, sont restées prudemment silencieuses, probablement conscientes de leur propre complicité dans l'établissement de cette installation iranienne. Les puissances occidentales ont observé l'incident avec un intérêt analytique évident. Les États-Unis, bien que critiquant formellement toute action militaire unilatérale, semblaient secrètement satisfaits de voir l'Iran subir un revers en Afrique du Nord. La frappe algérienne démontrait que Téhéran ne pouvait plus opérer impunément hors de ses zones d'influence traditionnelles. Information précieuse pour les stratèges américains cherchant à contenir l'expansion iranienne globale. La France, traditionnellement hostile à toute affirmation de puissance algérienne, a néanmoins reconnu à contre-cœur que la riposte s'inscrivait dans un cadre de légitime défense face à une agression caractérisée. Sur le plan militaire, la frappe algérienne a également démontré des capacités opérationnelles impressionnantes. Coordonner une attaque combinée utilisant missiles de croisière et missiles balistiques, synchroniser leur temps d'arrivée pour une frappe simultanée, frapper avec précision des cibles situées à plus de 1000 km, tout cela exige un niveau de sophistication technique et opérationnelle que peu de pays africains ou moyen-orientaux possèdent. Les analystes militaires internationaux ont relevé la performance, notant que l'Algérie dispose désormais de capacités de projection de puissance comparables à celles de puissances régionales majeures comme l'Égypte, la Turquie ou l'Arabie saoudite. Cette démonstration de force a également envoyé un message dissuasif à tous les autres acteurs ayant agressé l'Algérie récemment. La France, Israël, le Maroc, la Russie, tous ont observé attentivement la destruction de la base iranienne, réalisant que leurs propres installations pourraient mais subir le même sort si les provocations continuaient. L'Algérie venait de prouver qu'elle possède non seulement la volonté, mais aussi les moyens de frapper en profondeur les sources de menaces, redéfinissant fondamentalement l'équation stratégique régionale. Cette confrontation avec l'Iran, culminant avec la destruction de sa base en Libye, impose une réflexion stratégique profonde sur les motivations réelles de Téhéran et sur les implications à long terme pour la sécurité algérienne. Pourquoi l'Iran, pays avec lequel nous n'avons historiquement aucun contentieux majeur, a-t-il multiplié les agressions contre notre territoire? Plusieurs explications se dessinent, chacune révélant des dynamiques géopolitiques complexes dépassant le simple cadre bilatéral. Première hypothèse. L'Iran agissait comme proxy pour d'autres acteurs régionaux. Plusieurs pays, notamment certaines monarchies du Golfe ou même Israël, auraient pu conclure des arrangements secrets avec Téhéran, malgré leur rivalité officielle. Dans ce scénario, l'Iran aurait accepté de mener des opérations contre l'Algérie en échange de concessions sur d'autres théâtres, permettant aux véritables commanditaires de frapper l'Algérie sans s'exposer directement. Cette théorie expliquerait pourquoi les attaques iraniennes semblaient dépourvues de logique stratégique du point de vue des intérêts iraniens, mais prenaient tout leur sens dans le cadre d'une coalition anti-algérienne plus large. Deuxième explication. Compétition pour l'influence en Afrique du Nord. L'Iran cherche depuis des années à étendre son influence au-delà du Moyen-Orient, particulièrement en Afrique où les puissances traditionnelles occidentales reculent. L'Algérie, pays le plus vaste du continent et puissance régionale émergente, représente soit un partenaire potentiel précieux, soit un obstacle à contourner ou à affaiblir. Les attaques iraniennes auraient pu viser à tester notre détermination, à identifier nos vulnérabilités, voire à nous contraindre à accepter une forme de subordination en échange de l'arrêt des hostilités. Calcul stratégique qui s'est révélé désastreux pour Téhéran. Troisième scénario. Les opérations iraniennes résultaient de décisions de commandants locaux agissant avec une autonomie excessive. Le régime iranien, engagé sur de multiples fronts simultanés et confronté à des tensions internes, pourrait avoir perdu le contrôle total de certaines unités opérant à l'étranger. La base en Libye, éloignée de tout contrôle central efficace, aurait pu lancer des opérations non autorisées,
entraînant involontairement Téhéran dans une confrontation non souhaitée avec l'Algérie. Cette hypothèse expliquerait le silence embarrassé du régime iranien après nos frappes. Quelle que soit la véritable explication, les conséquences de cette crise redéfinissent profondément la posture stratégique algérienne. Nous venons de démontrer notre capacité et notre volonté de mener des opérations offensives transfrontalières pour défendre nos intérêts vitaux. Cette nouvelle doctrine de riposte à la source transforme l'équation stratégique pour tous nos adversaires potentiels. Désormais, toute puissance envisageant d'attaquer l'Algérie doit prendre en compte le risque de voir ses propres installations détruites en représailles, même si elles se trouvent à des centaines voire des milliers de kilomètres de nos frontières. Cette évolution impose également des investissements soutenus dans nos capacités de frappe à longue portée. Les missiles Qlub et Iskander utilisés contre la base iranienne représentent déjà des capacités impressionnantes, mais leur portée maximale d'environ 500 km reste insuffisante pour frapper certaines cibles potentielles. Développer ou acquérir des missiles capables d'atteindre 1000, 2000, voire 3000 km devient une priorité stratégique. Cette montée en puissance offensive doit s'accompagner d'investissements parallèles dans les capacités de renseignement permettant d'identifier précisément les cibles ennemies et d'évaluer les effets de nos frappes. Sur le plan diplomatique, l'incident iranien a paradoxalement renforcé notre position régionale et internationale. En démontrant notre capacité à nous défendre efficacement et à riposter proportionnellement, nous avons gagné en crédibilité et en respect. Les pays qui nous considéraient peut-être comme une cible facile reconsidèrent maintenant leurs calculs. Les partenaires potentiels voient en l'Algérie un acteur capable de défendre ses intérêts de manière indépendante, qualité précieuse dans un environnement régional volatile. Les relations avec l'Iran entreront probablement dans une phase de normalisation prudente après cette crise. Téhéran, ayant payé un prix élevé pour ses provocations, cherchera vraisemblablement à éviter toute escalade supplémentaire. Des canaux diplomatiques discrets pourraient s'ouvrir pour clarifier les malentendus et établir des mécanismes prévenant de futurs incidents. L'Algérie restera vigilante mais ouverte au dialogue, à condition que l'Iran reconnaisse notre souveraineté et nos lignes rouges. Pour le peuple algérien, cette séquence d'événements renforce la fierté nationale et la confiance dans nos forces armées. Voir notre pays intercepter systématiquement toutes les attaques ennemies, puis frapper en retour avec précision et efficacité, valide les investissements massifs consentis ces dernières années dans notre défense. Cette légitimité populaire permettra de soutenir les efforts futurs nécessaires pour maintenir et développer nos capacités militaires face à des menaces qui ne disparaîtront pas de sitôt. L'Algérie entre dans une nouvelle ère de son histoire militaire et diplomatique. Nous ne sommes plus le pays qui subit passivement les agressions en espérant que la communauté internationale intervienne. Nous sommes désormais une puissance régionale capable de défendre activement sa souveraineté, de protéger ses intérêts vitaux et de faire payer un prix élevé à quiconque franchit nos lignes rouges. Cette transformation, forgée dans le feu des confrontations récentes avec des adversaires multiples, définira notre posture stratégique pour les décennies à venir. L'Iran a appris cette leçon douloureusement. D'autres suivront si nécessaire.